retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Une plutôt récente encore, car l'âme du jour est arrivée plutôt récemment dans le village. J'aimerais dire que j'ai été surprise de voir toute la cruauté, l'indifférence ou l'égoïsme des nouvelles âmes qui ont fini ici. Mais j'ai déjà eu un aperçu du pire de l'humanité durant les siècles, où j'ai torturé les âmes consumées par la peur et la haine. Et, de fait, l'âme du jour, Hugo, était un chirurgien, qui était certes très compétent, mais il ne prenait que les patients qu'il choisissait lui-même, quand bien même il pouvait en sauver certains. De plus, il avait tendance à harceler sexuellement ses collègues de travail, en se servant de son statut dans l'hôpital où il travaillait pour les faire taire. Du moins, jusqu'à ce qu'une de ses victimes ne se laisse pas faire et décide non seulement de le repousser, mais en plus de le dénoncer. Mais Hugo ne l'a pas laissé agir. Il l'a tué. Puis il a tenté de s'enfuir pour éviter d'être arrêté et dans l'espoir de recommencer sa vie dans une autre ville. Dommage pour lui, car il ne pourra réaliser son souhait. Le village l'a devancé et a capturé son âme. Et nous allions nous occuper de lui pour lui faire payer ses actes et l'empêcher de nuire à nouveau. Donc, quand son âme est arrivée, nous avons décortiqué son passé et décidé du cauchemar que nous voulions lui faire vivre. J'ai légèrement modifié ses souvenirs de sa fuite pour qu'il croie avoir été agressé par un inconnu avant de perdre connaissance. Pourquoi ai-je fait ça? C'est vrai que je ne crois pas vous avoir expliqué pourquoi j'effaçais ou modifiais certains souvenirs si je jugeais que c'était nécessaire. C'est tout simplement pour l'immersion de l'âme dans son cauchemar. Plus elle est dedans, plus il est facile de la torturer et plus ses émotions sont intenses. Après, qu'elle soit consciente ou pas de ne pas être dans le monde réel, ça ne changera pas le danger qu'elle court. Mais disons que ça facilitera la manipulation du condamné et de ses émotions. Mais, de fait, à son réveil, Hugo était allongé sur une table d'opération, attaché aux poignets et aux chevilles dans une pièce sombre. Naturellement, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là, et commença déjà à crier et à appeler à l'aide. Puis, au bout de quelques minutes, la porte de la pièce s'ouvrit. Une personne entra dans la pièce et alluma la lumière, révélant qu'Hugo se trouvait dans une salle d'opération, mais un peu particulière. Sur les murs de la salle se trouvaient divers outils et ustensiles coupants, perçants et contondants, certains pouvant être liés à l'univers chirurgical, alors que d'autres étaient plus des outils de construction ou bricolage. Mais le pire, c'était que sur une partie de ces outils, il y avait des taches de sang séché. Hugo n'était pas bête, il savait ce qui l'attendait dans ce genre de situation. Et même s'il savait pertinemment que ça ne servait à rien, il commença à se débattre et à hurler, en recommençant à appeler à l'aide. À côté, la personne choisissait et installait tranquillement ses outils sur une table non loin d'Hugo. Elle portait une blouse, un masque chirurgical et une charlotte. La seule chose qu'on pouvait définir au vu de sa silhouette, c'est qu'elle semblait être une femme. Puis vint le moment où elle se mit face à Hugo, une seringue à la main. Ce dernier intensifia ses gesticulations
jusqu'à ce que la main de la mystérieuse personne claquât sa joue d'une violente gifle qui lui donna l'étournie. La personne semblait avoir une force colossale. Elle lui avait littéralement anesthésié la joue d'une gifle. Juste après, il sentit une piqûre au niveau de sa nuque, et tout son corps devint lourd et flasque. Elle venait de lui administrer un puissant anesthésiant. Quelques secondes plus tard, sa tortionnaire se tenait devant lui, avec plusieurs instruments chirurgicaux à portée de main, dont notamment un nécessaire de suture. Je ne vais pas vous faire un dessin. Elle utilisa le nécessaire de suture pour lui coudre la bouche. Alors qu'il était encore conscient, en désinfectant les points de suture pour ne pas qu'ils s'infectent. Puis, elle prit un tube et l'inséra profondément par le nez du malheureux. Hugo le savait, ce tube allait servir à le nourrir. Il comptait donc le garder pendant un certain temps, et son calvaire n'allait donc pas se terminer rapidement. Une fois qu'elle eut fini, la personne quitta la pièce et ne revint pas pendant plusieurs heures, laissant à Hugo le temps de ne plus être sous anesthésie. Bien évidemment, il ne se sentait pas du tout à l'aise. Les coutures lui faisaient mal. Le tube le gênait. Certaines parties de son corps le démangeaient sans qu'il puisse se gratter, sans parler d'une envie d'aller au petit coin qui commençait à se faire sentir. Au bout d'une attente interminable, où Hugo ne pouvait rien faire à part soit réfléchir à comment s'échapper, soit à essayer de se reposer pour encaisser ce qui risquait de lui arriver, la femme finit par revenir. Là, elle posa des seaux sous la table d'opération, puis commença à retirer le dessous d'Hugo, qui commençait à paniquer de plus belle en voyant de nouveaux tubes, sachant ce qui allait lui arriver. Je vais vous passer les détails, car même moi, j'étais quelque peu gênée et dérangée par ce spectacle. Mais disons simplement qu'après ça, il n'y eut plus de problème pour aller au petit coin. Puis, après avoir vérifié si les liens d'Hugo étaient bien serrés et en bon état, la femme repartit, le laissant à nouveau plusieurs heures à attendre avant de revenir. Et cette fois-ci, quand elle revint, elle prit des instruments de type scalpel, forceps et pince. Hugo recommença à paniquer, ne sachant pas ce qu'elle allait lui faire. Finalement, les choses sérieuses commencèrent. Elle commença par lui ouvrir les avant-bras en les laissant ouverts, le temps qu'elle trifouille dedans et qu'elle sectionne les parties qui l'intéressaient. Alors qu'Hugo était encore conscient, mais ne pouvait crier de douleur à cause des sutures. Puis elle s'en prit aux jambes de ce dernier, recommençant les mêmes manipulations. À la fin, elle laissa les bras et les jambes ouvertes et repartit. La douleur était lancinante. Sa chair à vif exposait constamment. Mais il finit par remarquer quelque chose. Alors qu'il essayait de bouger ses bras et jambes, il se rendit compte qu'il n'y arrivait pas. Elle avait fait en sorte qu'il puisse continuer à ressentir la douleur tout en le rendant incapable de contrôler ses membres. Hugo se mit à pleurer et à maudire l'univers de l'avoir fait finir dans cette situation. Il savait que désormais, il n'aurait plus aucun moyen de fuir. Sa seule porte de sortie, son seul espoir d'échapper à la douleur, c'était la mort. Et à nouveau, la femme revint, plus vite cette fois. Elle plaça des capteurs reliés à un électrocardiogramme, puis elle planta 2 tiges de fer verticalement dans ses bras. La douleur était vive, mais le pire, c'est quand elle plaça des pinces crocodiles sur le bout des tiges, ces dernières étant reliées à une batterie. Hugo secoua violemment la tête, gémissant pour essayer de l'implorer de ne pas faire ça. Mais la seconde qui suivit, notre cher ami se mit à convulser, sentant une violente douleur partant de ses bras et parcourant son corps, lui donnant l'impression de brûlure constante.
Puis, rapidement, ça s'arrêta, puis reprit, et encore, jusqu'à ce qu'il perde conscience. À son réveil, la torture reprit de plus belle. La femme lui coupa les paupières, découpa de son torse des morceaux de peau et de chair, lui cassa les os des doigts, de pieds et mains avec un marteau, enfonça à nouveau des tiges de métal à divers endroits, recommença les électrochocs, en partant pendant plusieurs minutes entre chaque torture, le laissant souffrir et redouter la prochaine fois où la porte s'ouvrirait, imaginant le pire. Et, finalement, la porte se rouvrit. La femme prit une scie à os et se plaça au niveau de la jambe droite d'Hugo. Il savait que supplier, essayer de se débattre comme il pouvait malgré ses bras et jambes inertes ne servait à rien. Mais en voyant l'instrument, il sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. Sa respiration s'accélérait et devenait plus intense. Les larmes coulaient de ses yeux. Et quand vint le moment fatidique, c'était pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Les dents de la scie déchiquetant le tissu de ses muscles, puis tranchant ses os. La douleur était telle que les sutures sur sa bouche craquèrent et ses lèvres se fendirent dans un hurlement de douleur déchirant. Alors que sa jambe droite était séparée de son corps et qu'il avait à nouveau sombré dans l'inconscience, la cauchemardesque décida d'en terminer avec lui et lui brisa son âme. Ce cauchemar était particulièrement gore, je trouve. Mais au moins la cauchemardesque s'est bien défoulée. Même si je suis toujours terrifiée de voir la cruauté dont elle peut faire preuve. Heureusement que nous sommes du même côté. Si tant est qu'elle en est vraiment un. Mais bon, au moins je n'ai plus à m'occuper moi-même de ce genre de tâches. Et puis je ne vais pas faire l'innocente. Car ce qu'elle est, je l'étais avant qu'on ne soit divisé. Maintenant, je vais passer au prochain chapitre. Je sais déjà ce que je vais y raconter. J'espère juste ne pas être trop interrompu pendant l'écriture. Comme vous vous en doutez, au vu du titre, ce chapitre sera plutôt violent, bien que moins gore que le dernier. Car je vais vous parler d'un homme que je vais baptiser Vernon. Ça sonne bien. Et donc, Vernon était un homme d'environ la quarantaine, ayant une femme et un jeune enfant d'un peu moins d'une dizaine d'années. Mais, comme vous vous en doutez, s'il a atterri ici, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Quelque chose qui est directement lié à sa famille. Voyez-vous, il avait de sacrés problèmes d'alcool et devenait plutôt agressif avec un coup dans le nez. La moindre chose qui le contrariait dès lors pouvait prendre des proportions démesurées. Et bien évidemment, il passait ses nerfs sur sa femme et son fils. Jusqu'à ce qu'arrive la fois de trop, où il finit par tuer son fils en le frappant trop fort. Et que la mère, folle de chagrin, essaye de tuer son mari avant qu'il ne retourne le couteau contre elle. Bien entendu, il a été arrêté et jugé, mais pour homicide involontaire. Il aura eu une amende et 15 ans de prison. Mais il a fini dans le village avant même de commencer sa peine. Je comptais bien faire en sorte qu'il purge une peine bien plus lourde. De fait, moi et ma chère partenaire avons décidé du cauchemar qu'il allait vivre, et nous l'y avons envoyé. Il se réveilla alors dans une cellule, après que nous ayons altéré sa mémoire, pour qu'il pense avoir commencé à purger ses 15 ans de prison.
Je vais bien évidemment vous passer la partie ennuyeuse où il vit son quotidien de prisonnier pour aller directement à la partie intéressante. Car c'est durant la nuit, notamment, qu'arrivait ce qui était différent d'une peine de prison normale. Et c'est aussi le moment qu'il redoutait le plus, car c'est la nuit que les pleurs se faisaient entendre. Des pleurs d'enfants. Bien entendu, la première fois, Vernon eut du mal à le croire. Les pleurs étaient accompagnés par une apparition fantomatique, recroquevillée dans un coin de sa cellule. Une apparition de son défunt fils et de sa mère qui le serrait dans ses bras, lui caressant le dos pour essayer de le calmer, visiblement sans succès. Au départ, il crut à un mauvais rêve, mais très vite il comprit que ce n'était pas le cas. Il essaya tout d'abord d'ignorer ces apparitions, pensant que ça allait passer. Mais au bout de la 3e nuit de suite où il ne put dormir à cause des pleurs qui résonnaient dans sa tête, il perdit patience, sauta de son lit et commença à hurler sur le fantôme de son fils pour qu'il se taise. En voyant que ça ne marchait pas, il s'approcha rapidement et essaya de mettre un coup de pied à l'apparition, qui disparut instantanément comme si elle n'avait jamais été là, alors que son pied tapa contre le mur, le faisant crier de douleur. Quelques minutes plus tard, les gardiens vinrent lui demander des explications. Et il expliqua qu'il avait fait un très mauvais rêve et avait mal réagi dans son sommeil. Puis il put enfin dormir. Mais, bien entendu, nous n'allions pas nous arrêter là. Les apparitions revinrent les nuits suivantes, mais cette fois, alors qu'il croyait s'en débarrasser en essayant de les frapper, il fut horrifié de voir que ça ne marchait plus. En effet, chaque fois qu'il tentait de frapper les fantômes de sa femme et son fils, ils disparaissaient de là où ils étaient pour réapparaître dans un autre coin de sa cellule. Les nuits passaient sans qu'il ne réussisse à dormir, n'essayant même plus de les frapper, jusqu'à ce qu'il recommence à leur hurler dessus, attirant à nouveau les gardiens. Mais cette fois, soit à cause du manque de sommeil, soit de sa colère, il n'utilisa plus l'excuse du mauvais rêve, et commença à se plaindre que les fantômes de sa famille le hantaient, en pointant l'endroit où ils étaient censés se trouver. Mais ils avaient disparu. Il eut l'impression qu'on se fichait de lui, et dès le lendemain, des choses plus intéressantes encore commencèrent. Les autres détenus des cellules à côté de la sienne commençaient à en avoir marre de ses crises durant la nuit, et se mirent à le frapper. Alors qu'en plus, une fois par semaine, il devait voir un psychologue pour parler des apparitions. Nous l'avons laissé pendant plusieurs semaines dans cette situation. La nuit, les apparitions le tourmentaient et l'empêchaient de dormir, le faisant perdre ses nerfs ou pleurer par moments. Et le jour, les autres détenus s'en prenaient à lui et s'en servaient comme larbin pour se défouler et s'amuser, sans que les gardiens ne réagissent. Avec, une fois par semaine, le psychologue qui lui donnait l'impression d'être un fou, lui répétant que c'était le sentiment de culpabilité qui lui faisait croire à ces apparitions et qu'elles n'étaient pas vraiment là. Et bien évidemment, vu ses antécédents de violence, un gardien attendait devant la salle au cas où il agresse le psychologue. Donc, il devait attendre et ravaler sa colère jusqu'à la fin de la séance. Je dois avouer que jouer ainsi avec ses nerfs était plutôt amusant. Mais il était temps de passer au niveau supérieur. Au terme de son premier mois de prison, il était dans un état déplorable. Et durant cette nuit-là, alors qu'il s'attendait à entendre les éternels pleurs de son fils, il fut stupéfait et légèrement terrifié en entendant des rires. Et en regardant vers l'apparition, il fut horrifié de voir son fils le pointant du doigt en éclatant de rire, et sa mère qui se tenait derrière lui, avec un sourire sadique sur le visage. Tous les deux se moquaient de lui, et toute la rage qu'il avait refoulée jusqu'alors explosa. Il hurla et mit sa cellule sans dessus-dessous. Les gardiens, cette fois-ci, rentrèrent dans sa cellule et le maîtrisèrent avec quelques difficultés, tellement il était déchaîné,
alors que les fantômes continuaient à se moquer de lui. Il fut placé en cellule d'isolement et sous sédatif, mais les apparitions ne cessèrent pas. Néanmoins, il ne réagissait plus et attendit la fin de son isolement. Je savais déjà ce qu'il avait en tête, et cette fois-ci, quand arriva la nuit et que les fantômes reparurent, ni pleurs ni rires se firent entendre. Juste un sourire malsain se lisait sur leur visage. Vernon avait compris ce qu'ils attendaient. Il ne leur dit aucun mot, alors qu'il commençait à nouer son drap de lit, la rage au ventre. Quelques minutes plus tard, en tournant le dos aux fantômes de sa femme et son fils, ne supportant plus leur expression et son quotidien ici, il mit fin à ses jours en se pendant, lui permettant ainsi de briser son âme. Et voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas laissé une âme se suicider. Depuis que nous avions recommencé à torturer les âmes, c'était plus la cauchemardesque qui les terminait. Là, elle s'est juste chargée de le brutaliser physiquement en intégrant les détenus qui martyrisaient Vernon. Mais ça n'est pas plus mal. Ça change. C'était un peu comme un retour aux anciennes méthodes. Et ça m'a permis de me défouler un peu. Là où des fois je suis plus spectatrice de ce que fait la cauchemardesque qu'autre chose. Maintenant, je pense mettre fin à ce chapitre. De toute façon, une nouvelle âme ne devrait pas tarder. Je vous retrouverai donc dans le prochain, où je sais encore une fois quel sujet je vais aborder. Je pense qu'il est temps pour moi de faire un point avant d'écrire les 4 derniers chapitres. Je vais donc retracer mon parcours jusqu'à maintenant. Je me nomme donc Witch. Du moins, c'est le nom qui m'a été donné par mon père, qui fut mon prisonnier dans le village durant des siècles. Je suis née dans un petit village durant le XVIIe siècle. Je ne pourrais vous donner plus de détails là-dessus car malheureusement j'ai oublié beaucoup de choses au fil des siècles, notamment mon nom, ainsi que ceux des personnes qui m'étaient chères. En ce qui concerne ma vie dans le village, vous savez déjà que ma mère biologique était mal vue. Pauvre et pourtant faisait de son mieux pour m'offrir tout ce dont j'avais besoin. Puis un jour, elle a été tuée par les habitants de notre village et j'ai été recueillie par ma mère adoptive. J'ai grandi avec une colère et une envie de vengeance sans fin, malgré l'amour que ma deuxième mère m'a donné. Ne pouvant simplement passer à autre chose et laisser la cicatrice de mon cœur et mon âme se refermer, j'ai fini par partir en quête de vengeance et de pouvoir. Et une fois que je les ai obtenus, j'ai laissé éclater ma rage sur le village et ses habitants, et enfermé à tout jamais le responsable direct de mon malheur, qui se révéla être mon père biologique, qui, pour protéger son statut social, a fait tuer ma mère, le forçant à partager les souffrances de tous ceux qui atterrissaient dans mon nouveau domaine, le village dans les cauchemars. J'ai ensuite décimé tous les villageois, laissant en vie leurs enfants, espérant qu'ils fassent mieux que leurs parents. Mais quelques années plus tard, je retrouvais ces enfants devenus adultes, en train de refaire la même erreur que leurs aînés. Ma rage grandissante, j'ai brisé les âmes d'absolument tout le monde. Et cette fois, je n'ai pas épargné les nouveaux enfants. Suite à ça, durant des siècles, la colère ne fit que grandir en moi, alors que je torturais et brisais systématiquement toutes les âmes qui finissaient dans le village. Énormément d'âmes ont fini leur voyage dans mon antre. Certains étaient des raclures de la pire espèce, alors que d'autres étaient des âmes perdues,
qui, si elles méritaient quand même une punition pour le mal qu'elles ont pour la plupart involontairement fait, auraient pu être sauvées, si je n'avais pas été aveuglée par ma rage. Mais un jour, durant le cauchemar d'une âme, j'ai utilisé l'image de ma mère biologique. Néanmoins, je ne pouvais m'en servir pour faire du mal. Ce qui a permis à l'âme de dépasser sa peur et lui a donc permis de quitter le village. Cet événement a tout changé et a calmé ma rage. J'ai ensuite essayé de comprendre comment il avait fait, mais après de multiples échecs, j'ai décidé d'arrêter de torturer les âmes. J'ai même libéré mon père de ses tourments, le laissant quitter le village, me laissant seule. Jusqu'à l'apparition de la cauchemardesque, qui, au départ, je croyais était une menace. Mais, au final, s'est révélée être une nouvelle alliée dans notre nouvelle quête de punition des mauvaises âmes. Cette fois, nous allions être plus sélectifs. Et pourtant, suite à un problème d'énergie négative qui mettait en danger le village et ma nouvelle camarade, nous avons dû élargir nos critères. Et nous voilà à l'heure actuelle, après qu'une petite centaine d'âmes ne soient passées à la casserole. Depuis, j'ai dépassé le sentiment de culpabilité qui me tiraillait. Et je ne prétends plus désormais faire ça pour une quelconque justice. Je torture les âmes de toutes ces personnes infâmes, car je veux qu'elles ressentent la souffrance qu'elles ont infligée, et ce, au centuple. Et les briser pour que plus jamais elles ne recommencent à faire du mal. Plus, le village et la cauchemardesque ont besoin de se nourrir. Alors, autant que les proies ne manquent à personne, et qu'elles méritent leur funeste destin. Ce fut un chapitre plutôt court, mais il m'a aidé à voir plus clair et à mettre de l'ordre dans ce que je ressens et ce que je veux. Et je ressentais le besoin de faire un bilan sur ce qui m'est arrivé. Je pense que ça me servira pour les prochains chapitres, en particulier pour le dernier. D'ailleurs, le prochain chapitre devra commencer par la lettre X. Je me demande bien ce que je vais trouver à raconter dedans. Il n'y a pas énormément de possibilités. Je finirai bien par trouver quelque chose, j'imagine. Si vous avez lu le titre du chapitre, vous savez que je n'ai point réussi à trouver quelque chose d'intéressant à raconter avec la lettre X. Je vais donc tricher un peu. Le prisonnier l'aura fait dans son journal avec le chapitre Joker, eh bien, moi, je le fais avec celui-ci. Dans ce chapitre, je vais donc essayer de me remémorer toutes les fois où j'ai fait des exceptions envers d'autres âmes. Je vous rassure, il n'y en a pas tant que ça. Et j'espère surtout me rappeler de toutes. Pour commencer, je me demande si on peut compter comme exception le prisonnier lui-même. Après tout, même s'il fut le premier arrivé dans le village, il fut le seul que j'emprisonna et força à vivre les tortures de toutes les autres âmes. Du coup, en ce qui me concerne, je le considère comme une exception. Il y a ensuite eu les enfants du village originel que j'ai d'abord épargnés avant de les prendre eux aussi, une fois qu'ils sont devenus adultes. Et après qu'ils aient commis les mêmes horreurs que leurs parents. Et cette fois, je n'ai pas épargné leurs enfants à eux. Par la suite, chaque fois que toute une famille ou tout un endroit finissait dans le village, les enfants des victimes y passaient aussi. C'était facile de capturer les enfants pour les emmener dans le village, car ils avaient un lien spirituel avec leurs parents. D'ailleurs, quand j'y pense, c'était la première fois que je modifiais la malédiction du village, car autant pour les enfants des habitants du village originel, ils faisaient partie des cibles de base de la malédiction, faisant partie des habitants.
Autant pour les autres enfants, j'ai dû modifier la malédiction pour me permettre de capturer des cibles précises que je voulais attirer dans le village. Enfin, je m'égare un peu. Par la suite, les exceptions se résument globalement à des traitements différents envers les âmes lors des cauchemars. Comme avec Michel dans Le journal du prisonnier, que j'ai laissé mourir en paix avant de briser son âme. À plusieurs reprises, je me suis légèrement adoucie durant les siècles, mais la colère revenait toujours. Jusqu'à ce que je m'en sépare et que la cauchemardesque soit le catalyseur de mes émotions négatives. Les moments où ma carapace se fissurait arrivaient souvent quand j'étais confrontée à des âmes qui, soit étaient dans des cas semblables aux miens, soit quand certaines d'entre elles réussissaient à réveiller le peu de pitié qui sommeillait en moi. Puis nous arrivons au bout d'un moment aux deux plus grandes exceptions de l'histoire du village. Les deux seuls à avoir réussi à s'en sortir. Victor et le prisonnier. Victor qui a réussi à se libérer de sa peur et sa haine et a gagné une seconde chance, en espérant qu'il aura choisi de prendre un meilleur chemin que celui qu'il avait pris avant d'arriver au village. Et le prisonnier que j'ai libéré car j'ai jugé qu'il avait payé pour son crime, après des siècles de torture, et qu'il se soit décidé à se repentir. Même si pour lui, pas de deuxième chance, son corps physique étant mort depuis des lustres. Mais bon, il a fait son choix, et il a décidé de partir. J'espère que si vie après la mort il y aura retrouvé ma mère, et se sera excusé avant de lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Quand j'y pense, le prisonnier aura sûrement été la plus grande exception du village. Le premier à y avoir été emmené, le seul à être resté durant des siècles et à avoir partagé la torture des autres, puis encore une fois le seul que j'ai libéré par moi-même. Sans compter que c'était la seule famille qui me restait en quelque sorte. Il y a bien sûr eu d'autres exceptions par la suite, notamment les nouvelles âmes, la cauchemardesque qui est la seule créature vivante, si on peut la qualifier ainsi, à vivre avec moi dans le village. Mais le prisonnier était vraiment quelqu'un de spécial ici. Et même si la cauchemardesque et moi partageons un lien très fort, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas moins fort ou spécial, mais c'est différent. Elle est plus comme ma sœur. Là où le prisonnier, malgré ce qu'il a fait, il restait mon père. Et je pense malgré tout que j'avais fini par m'y attacher, en quelque sorte. Enfin, je pense avoir fait le tour des exceptions. Enfin, je crois. Si je me rappelle de nouvelles, je verrai ce que j'en ferai. En attendant, je pense qu'il est temps de terminer ce chapitre et de passer au suivant. Le chapitre en Y. Les dernières lettres sont vraiment un calvaire pour trouver un thème. Mais bon, comme d'habitude, je finirai par trouver. J'ai finalement trouvé un thème pour ce chapitre. Et ça tombe bien, car dans les âmes qui sont arrivées récemment dans le village, il y en a une qui peut être le sujet de l'histoire du jour. Nous pouvons d'ailleurs mettre cette histoire en parallèle avec le chapitre Imagination de ce journal. Car si l'imagination joue un rôle primordial dans la peur, les autres sens le font aussi. Nous en avons même déjà exploré un dans le chapitre Bruit. Donc, nous pouvons dire que ce chapitre est la suite logique de ces deux derniers chapitres.
Du coup, dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur le sens de la vision. Car, oui, l'œil joue aussi son rôle dans la perception directe de ce qui peut nous effrayer. Et nous allons le constater dans l'histoire du jour, où nous parlerons de Yelena, qui était une psychopathe. Je ne sais pas trop comment la décrire autrement. Elle était obsédée par les yeux et capturait de pauvres personnes pour les tuer et prélever leur globe oculaire pour sa collection. De fait, quand elle est arrivée dans le village et que nous avons décortiqué ses souvenirs, nous avons décidé de jouer avec elle. Et pour ce faire, nous l'avons envoyée dans un quartier résidentiel à l'apparence plutôt banale, avec tous ses souvenirs. Pourquoi un quartier résidentiel, devez-vous vous demander? Eh bien, c'est tout simplement pour changer un peu de décor. Ces derniers temps, nous avons enchaîné les forêts et les entrepôts désaffectés, alors nous voulions un endroit où ce que nous avions préparé serait efficace, et en même temps changer un peu d'environnement, même si l'ambiance générale du quartier n'était pas lumineuse, bien au contraire. Nous l'avions recouvert d'un épais brouillard, si épais qu'il était impossible de voir à plus d'une dizaine de mètres. Je l'avoue, je me suis légèrement inspiré du cauchemar d'Axel dans le journal du prisonnier, même si nous n'étions pas dans un vieux village, mais dans un quartier plus moderne actuellement. Néanmoins, pour ceux qui se rappellent du cauchemar d'Axel, vous avez sûrement deviné que lorsque Yelena a commencé à chercher de l'aide, elle n'en trouva point. Peu importe la maison où elle sonnait ou frappait, personne ne lui répondait, et il régnait un silence de mort partout autour d'elle, montrant qu'il n'y avait pas d'activité humaine dans le quartier. Elle se demanda où elle était tombée, et au bout d'une heure à la recherche de toute aide, sans succès, dans un quartier qui semblait sans fin, elle décida de défoncer la porte de la maison la plus proche et de chercher un téléphone. Car, bien évidemment, nous ne lui avions pas laissé le sien. Elle enfonça donc la porte de la maison la plus proche, puis elle entra et commença à fouiller. Et quand finalement elle trouva un téléphone, elle déchanta très vite, en constatant qu'il ne marchait pas. Elle fouilla toute la maison à la recherche d'un autre appareil, mais sans succès, décidant alors de passer à la maison suivante. Mais quand elle sortit de la maison, dans un coin de sa vision, elle eut l'impression de voir brièvement une silhouette. Regardant dans la direction d'où elle pensait avoir vu la silhouette, elle vit qu'il n'y avait rien d'autre qu'un buisson, et conclut qu'elle devait sûrement commencer à fatiguer, et que c'était une hallucination. Elle passa donc à la prochaine maison, et le résultat fut le même que pour la première. Aucun appareil ne marchait. Même si elle commençait à perdre patience, elle prit 2 minutes pour se calmer, et elle décida de continuer à avancer dans le quartier, et de retenter dans une maison plus loin, imaginant qu'une panne de courant affectait ce pâté de maison. Elle sortit donc de la maison, et à nouveau une silhouette était apparue brièvement dans un coin de sa vision, mais de l'autre côté cette fois. C'est dans ma tête, se disait-elle, même si elle commençait un peu à avoir peur. L'idée que ce n'était pas juste une hallucination commençait doucement à germer dans un coin de sa tête. Elle recommença alors à avancer dans la rue embrumée qui semblait interminable, cherchant le moindre signe de vie, ou même juste de courant. Les lampadaires de la rue étaient tous éteints. Il devait faire encore jour, même si on n'y voyait pas grand-chose à cause de la brume. Mais
Les choses commençaient surtout à devenir de plus en plus inquiétantes. La silhouette apparaissait de plus en plus souvent dans son champ de vision indirect. Commençant à paniquer, Yelena se mit donc à courir, espérant fuir cette chose qui semblait s'amuser à se cacher dans les bords de son champ de vision. Finalement, après un sprint d'une bonne trentaine de mètres, elle s'arrêta net face à une vision qui lui offrait autant d'espoir que d'inquiétude. À une dizaine de mètres d'elle se trouvait un lampadaire allumé. Un unique lampadaire allumé, dans toute la rue. Yelena regardait intensément le halo de lumière, hésitant à avancer, car ça semblait trop beau et en même temps si étrange. La lumière clignotait par moments, et pendant une fraction de seconde, lors d'un clignotement, la silhouette apparut au centre du halo de lumière, tétanisant Yelena, qui avait discerné quelque chose, qui l'avait terrifiée. C'était rapide, mais l'image s'était comme gravée dans son esprit. Elle avait vu une chose qui, à première vue, semblait humanoïde, mais était beaucoup trop anormale pour être un simple humain. On aurait dit un homme, nu et maigre, mais sans partie génitale, mesurant environ 3 mètres de hauteur, des jambes et des bras d'au moins 1,50 m. Mais le pire, c'était son visage. Celui d'une créature arborant un large sourire, la bouche ouverte, laissant une longue langue danser comme un ignoble tentacule. Des cheveux semblables à une crinière ébouriffée et des yeux dépourvus de globes oculaires. Autant dire qu'après avoir vu ça, Yelena ne réfléchit pas longtemps avant de faire demi-tour dans un nouveau sprint. Mais une trentaine de mètres plus loin, un nouveau lampadaire allumé lui faisait face de l'autre côté de la rue. Il clignota lui aussi et la créature reparut, encore pendant une fraction de seconde. Elle se sentait coincée. Des deux côtés de la rue, un lampadaire l'attendait et la chose avec sûrement. Elle décida donc de foncer vers la maison la plus proche pour s'y réfugier. Mais à peine avait-elle fait 1 mètre qu'elle sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde. À la maison, derrière la fenêtre, se trouvait l'abomination qui la regardait fixement. Sa longue langue léchant la vitre comme avec une sucette. Et cette fois, l'apparition ne voulait pas disparaître. Soudain, un petit bruit sourd se fit entendre au-dessus d'elle, alors qu'elle se retrouvait entourée d'un halo de lumière. Son cœur battait à 100 à l'heure. Elle regarda doucement au-dessus d'elle, en essayant de ne pas perdre le contact visuel avec la créature. Mais dès l'instant où cette dernière quitta son champ de vision, la lumière clignota, et le visage de la monstruosité se retrouva au-dessus du visage de Yelena. Après un cri de terreur de la jeune femme, la créature attrapa son visage avec ses 2 mains et lui enfonça la langue dans ses orbites pour lui en extraire ses yeux dans un dernier hurlement d'agonie. Et voilà comment se termine notre histoire du jour. L'âme de Yelena fut bien évidemment brisée, et la cauchemardesque fut satisfaite de sa traque. Quant à moi, je retournai à l'écriture d'un précédent chapitre. Je me demande bien ce que je vais faire quand j'aurai terminé ce journal. Enfin, c'est une question que je me poserai à la fin de cette aventure. Inutile de me prendre la tête avec ça maintenant. Je vais simplement continuer ce que je fais. Et je chercherai de quoi parler dans le prochain chapitre, qui sera donc l'avant-dernier.
Durant les derniers siècles, une créature est apparue dans les légendes et dans la fiction. Le zombie. Une créature dont la volonté a été privée, maintenant contrôlée soit par quelqu'un, soit par une volonté qui n'est plus la sienne. Le mythe du zombie trouve des origines différentes. Il peut être contrôlé par des forces occultes, ou être une personne infectée par un virus ou un parasite. Nous avons déjà eu faire au premier cas dans le chapitre occulte. Donc nous allons nous concentrer sur le deuxième cas dans ce chapitre. Maintenant, vous allez sûrement me demander quel est le rapport entre les zombies et le protagoniste de notre histoire du jour. Eh bien, je vais peut-être vous l'apprendre, mais durant les derniers siècles, avec l'évolution technologique et scientifique, des gens ont cherché à prendre le contrôle de l'esprit des autres, via différents moyens. Que ce soit avec l'hypnose, le formatage ou divers parasites. Et c'est le dernier cas qui va nous intéresser. Car dernièrement, nous avons accueilli dans notre charmant petit village un scientifique qui travaillait sur ce genre de projet et qui testait sa saloperie sur des animaux et des humains. Souvent des sans-abri ou des gens qui, s'ils disparaissaient, personne n'irait à leur recherche. Bien sûr, ce cher monsieur n'était pas le seul à travailler sur le projet. Mais aujourd'hui, il est plus difficile d'enlever tout un groupe ou toute une ville, car leur disparition se remarquerait. Et même si je ne pense pas que les gens puissent y faire grand-chose, je préfère que nous nous fassions discrètes et n'attirions pas trop l'attention. Et donc, nous avons décidé de ne torturer et briser que l'homme qui était en charge du projet et de laisser les autres repartir. Même si nous avons hésité à nous amuser un peu avec eux avant de les renvoyer dans le monde physique. Mais je savais que si nous le faisions, il y aurait peu de chances que la cauchemardesque les laisse repartir. Donc je l'ai raisonné avant qu'elle ne se laisse emporter, et nous n'avons gardé que le scientifique en chef. Et nous allons enfin pouvoir commencer l'histoire. Je m'excuse si j'ai digressé. De fait, ce cauchemar commence dans un laboratoire en ruine. Des débris recouvraient le corps de notre âme du jour, que je vais baptiser Zacharie. Ça fera l'affaire. Et donc, Zacharie était sous des décombres, avec un sacré mal de tête, et il ne se souvenait plus ni de qui il était, ni de ce qu'il faisait ici. Oui, pour lui, nous avons refait le coup de l'amnésie, mais pas juste pour nous faciliter la vie. Finalement, après quelques minutes, il réussit à s'extraire des débris qui le recouvraient, et la première chose qu'il vit fut une queue dont la vitre avait été brisée. Des câbles pendouillaient à l'intérieur de celle-ci, alors que le liquide qu'elle contenait s'était vidé sur le sol. Il se demandait ce que la cuve avait bien pu contenir. Il s'inquiétait de savoir où ce qui se trouvait dedans pouvait bien se trouver maintenant. Soudain, un flash lui vint. Il voyait une personne dans la cuve, endormie, comme en léthargie. Et ensuite, plus rien. Il reprit conscience. Il commença alors à explorer le labo, qui était complètement désert. Il ne restait que des débris, des taches de sang et quelques cadavres dans un sale état. Zacharie eut d'ailleurs un haut le cœur devant le premier sur lequel il était tombé. Mais quelque chose en lui disait de continuer à avancer, de sortir d'ici. Et finalement, après avoir trouvé des plans du bâtiment disposés sur certains murs, il réussit à trouver la sortie. Je vous résume un peu ce passage car il ne fit qu'avancer dans le bâtiment, la peur au ventre, en voyant les dégâts provoqués par ceux qui étaient sûrement sortis de la cuve, au vu des traces que ça avait laissées dans son sillage. Une fois sorti du bâtiment, il se trouva au beau milieu d'un camp militaire, qui, visiblement, lui aussi avait été dévasté. Des véhicules retournés, des cadavres, des munitions au sol et plein d'autres choses ravagées l'entouraient. Et de plus en plus de questions se bousculaient dans la tête de Zacharie. Il se demandait notamment combien de temps s'était passé depuis l'incident. Puis,
Alors qu'il essayait de trouver un véhicule fonctionnel pour partir du camp, il tomba sur un cadavre différent des autres, criblé de balles. Il était méconnaissable, et pourtant il portait une blouse, comme Zacharie. Les militaires avaient tiré sur des scientifiques du labo. Le badge du malheureux se trouvait à côté, et en le voyant, Zacharie eut un nouveau flash. Il se voyait dans le laboratoire, avec d'autres scientifiques, dont celui mort devant lui. Ils travaillaient ensemble. En récupérant cette partie de sa mémoire, notre âme du jour était peinée face au cadavre de son ancien collègue. Il resta quelques minutes à se recueillir, puis il repartit en recherche d'un véhicule. Il finit par trouver, miraculeusement, un véhicule en état de marche avec la clé sur le contact. Puis il quitta le camp en direction de la ville la plus proche. Il ne savait même plus au fond de lui s'il voulait fuir ou retrouver la chose qui avait fui le labo. Il savait juste qu'il devait avancer, et le fit avec détermination, en réfléchissant au flash qu'il avait eu plus tôt. Il finit par arriver en ville, et sans surprise, le même décor que là où il avait été avant l'attendait. Un lieu dévasté et parsemé de cadavres. Mais il entendait du bruit, des explosions et des coups de feu. Ce qui se passait ici n'était donc pas fini. Il fonça à moteur à fond jusqu'à l'origine de ce vacarme. Puis, quand il atteignit l'endroit en question, une scène d'horreur l'attendait. Il ne savait plus où donner de la tête. Des gens semblaient comme dans une frénésie sauvage, fonçant ou sautant sur d'autres personnes, alors que des militaires tiraient sur les enragés pour protéger les civils. C'était le chaos total. Une foule noire de gens déchaînés se bousculait, se grimpaient dessus pour grimper les barricades de fortune de l'autre côté de la rue. Zacharie n'en croyait pas ses yeux. Puis soudain, un autre flash. Les pièces du puzzle s'emboîtaient une à une dans son esprit. Il était responsable de tout ce chaos. C'était lui qui dirigeait les expériences et qui n'avait pas tenu compte des avertissements de ses collègues, réveillant le cobaye qui s'était déchaîné. Quand il reprit conscience, un frisson lui parcourut le dos, comme si son instinct l'alertait. Son regard se tourna vers une direction, et il était là, le cobaye, en train de le fixer avec un regard agressif, de légers spasmes de rage le parcourant. Et alors que Zacharie démarra le moteur, le cobaye poussa un puissant rugissement. Dès cet instant, l'intégralité des enragés se tournèrent vers Zacharie, stoppant ce qu'ils faisaient, quand bien même certains se prenaient des balles dans la tête. Puis, dans un nouveau rugissement, tous se mirent à foncer sur Zacharie, qui fonça aussi vite qu'il put avec son véhicule. La panique l'envahissait. Il avait beau foncer à toute berzingue, il n'arrivait pas à semer la marée humaine enragée qui le traquait. Finalement, au bout de quelques minutes, il décida de quitter la ville, en se disant que s'il n'arrivait pas à leur échapper, il pouvait au moins les éloigner. Ce qu'il fit donc. Il sortit de la ville à pleine vitesse, emportant avec lui la horde qui continuait de le poursuivre inlassablement. Mais alors qu'il continuait à fuir aussi vite qu'il le pouvait, commençant à peine à distancer ses poursuivants, son moteur se mit à fumer, puis un bruit sourd se fit entendre, il se mit à ralentir brusquement, et il comprit. Il avait trop poussé sur le moteur. Il ne voulait pas se retourner, sachant ce qui l'attendait, en entendant les bruits de la horde qui se rapprochait rapidement. Il ferma les yeux, puis au bout de quelques secondes, il se sentit attrapé par plusieurs mains, puis il se fit emporter dans le torrent enragé. Et je ne vais pas vous le cacher, il s'est fait déchiqueter. Il ne mit pas longtemps à souffrir, tellement la horde était déchaînée, mais la douleur fut intense. Et c'est ainsi que se termine la dernière histoire de ce journal. Le prochain chapitre sera donc normalement la conclusion de tout ça.
Je ne vais pas vous mentir, je suis terrifiée à l'idée de l'écrire. Mais j'imagine que toute chose a une fin. Enfin, peut-être pas tout. Nous y sommes donc. Le tout dernier chapitre de ce journal. J'avoue qu'en écrivant les mots qui seront les derniers de ce journal, je ressens une légère angoisse. Je me demande bien ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé. Quand je ne torturais pas les âmes, ce journal me permettait de m'occuper. Là, ma vie avant tout ça se résumait essentiellement à punir les âmes et à surveiller ce que le prisonnier faisait. Une fois qu'il est parti, je me suis sentie complètement perdue. Je n'avais plus rien à faire. Vu que j'étais dans une période d'incertitude. Alors, quand j'ai commencé ce journal, ça m'a permis de m'occuper l'esprit et, petit à petit, d'y voir plus clair et de mettre de l'ordre dans ce que je ressentais et ce que je voulais. Enfin, je ne vais pas vous résumer une énième fois ce qui s'est passé durant l'écriture de ce journal. Vous savez déjà tout ce que vous avez à savoir sur moi, sur le prisonnier, les cauchemardesques et sur le village dans les cauchemars. Et je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, même si le contraire n'est pas impossible. Maintenant, d'un côté, j'ai envie de finir ce chapitre, pour le compléter. Mais après avoir fini ce journal, je retournerai dans une boucle sans fin. Je torturerai les âmes encore et encore. Alors, certes, je prends encore plaisir à punir les âmes de ceux qui ont fait souffrir les autres, mais d'un côté, cela fait depuis si longtemps que je fais ça que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de toutes les possibilités. Malheureusement, même si l'idée m'a traversé l'esprit, je ne peux pas m'arrêter ou partir. Mon existence, celle du village et de la cauchemardesque sont liées. Et je ne peux laisser la cauchemardesque aux commandes. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire ou devenir sans moi. Je pense donc que je suis voué à continuer la tâche que je me suis donnée. Et ce, pour l'éternité. Il faut croire qu'en quelque sorte, je suis moi aussi prisonnière du village. Ah, quelle ironie. Tel père, telle fille, il faut croire. Au moins je ne suis pas seule. J'ai ma partenaire, ma sœur, qui va partager avec moi cette tâche qui ne semble pas avoir de fin. Je ne sais pas comment conclure ce chapitre. Et j'aimerais ne pas terminer en vous laissant sur cette note un peu déprimante. Mais je pense que c'est un peu représentatif de la morale de toute cette histoire. Quand on se laisse dévorer par la peur, par la haine ou par la vengeance, il se peut que nous en devenions prisonniers. Et des fois, si on plonge trop profondément dans les ténèbres, il en devient presque impossible de s'en échapper. Alors, je terminerai en disant ceci. Attention à vous. Ne vous laissez pas sombrer comme moi dans les ténèbres, sous peine de ne pouvoir en revenir. Et prenez garde,
si vous faites souffrir ceux qui vous entourent. Car il se pourrait que vous atterrissiez dans notre antre. Et si c'est le cas, ce lieu sera celui où votre existence se terminera. Croyez-moi, la cauchemardesque et moi-même, nous nous en assurerons.